Comment ces lois mémorielles vont prendre en charge les problématiques de la Première Guerre mondiale? Eh bien, elles vont s'intéresser essentiellement à deux catégories de population. D'une part, les fusillés de la Grande Guerre et d'autre part, les troupes coloniales. Commençons par les fusillés de la Grande Guerre, avec une définition liminaire qui est importante, car il existe en fait plusieurs catégories de fusillés, et ces catégories ont été identifiées par les historiens. Alors, d'abord, la catégorie dite des fusillés pour l'exemple, qui sont très bien identifiés grâce aux travaux du général Bach, qui a identifié à peu près 650 fusillés pour l'exemple. Et puis, des fusillés qui ont été fusillés après un jugement, après la réforme de 1916, avec des catégories qui sont assez différentes les unes des autres. Ces différentes catégories de fusillés renvoient en réalité à deux temporalités dans la guerre. D'abord, les fusillés du début de la guerre au moment des grandes hécatombes de 1914. Et on a là, par exemple, l'affaire de Vingré, avec, en novembre 1914, 6 soldats qui abandonnent leur poste et qui, pour cela, sont passés par les armes en 1914. Et puis, en 1916, d'autres situations sur le front, avec, par exemple, en juin 1916, l'affaire des sous-lieutenants Herduin et Milan, et ces sous-lieutenants qui ne peuvent pas répondre à des ordres qui sont irréalistes, ordonnent un repli de leurs hommes. Ils sont passés par les armes, et cette situation, eh bien, va rester dans l'histoire sous le titre de l'affaire Herduin et Milan. Dans les deux cas, que ce soit l'affaire de Vingré ou l'affaire Herduin-Milan, il va y avoir des réhabilitations qui vont être faites sitôt la guerre terminée, ou à peu près, c'est-à-dire dans la période que l'on appelle la sortie de guerre. En 1921, l'affaire de Vingré est prise en charge par la Cour de cassation qui décide en fait de réhabiliter les soldats de Vingré. Et en 1925, eh bien, un monument est érigé sur la commune de Vingré. De la même manière, pour l'affaire Herduin et Milan, eh bien, ces officiers sont réhabilités en 1926, toujours dans le cadre de la sortie de guerre. On voit donc que dès la fin de la Première Guerre mondiale, la question de la mémoire de ces hommes a été prise en compte par l'État français et par l'armée, mais véritablement, il va y avoir un retour de la mémoire et un besoin de mémoire qui va s'exprimer au début du XXIe siècle. Alors, pourquoi la question des fusillés de la Grande Guerre rebondit au début du XXIe siècle et quel est le problème qui est posé ? En réalité, comme on l'a vu, ça n'est pas un problème de réhabilitation au coup par coup, puisqu'il a déjà existé précédemment. C'est l'idée qu'en réalité, il faudrait faire une réhabilitation collective des fusillés de la Grande Guerre en tant que communauté victime. Et par là même, il s'agit aussi d'une certaine manière de dénoncer la guerre en tant que telle et les effets collatéraux de tout phénomène guerrier. Alors, la question est posée pour la première fois par Lionel Jospin en 1998, qui pose la question d'une réhabilitation collective, mais la question ne va pas au-delà et le débat est simplement lancé. En 2008, 10 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, lors d'un hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, associe pour la première fois les fusillés de la Grande Guerre au monde combattant en général, sans toutefois parler de réhabilitation, ni particulièrement individuelle, ni collective. Et enfin, cette question d'une réhabilitation collective est posée tout à fait clairement au moment du gouvernement de François Hollande. Il y a des pressions qui sont faites pour une réhabilitation collective de la part d'historiens qui ont travaillé sur ces questions et qui veulent mettre en avant leurs travaux et qui veulent le mettre en avant au titre de lois, donc de lois mémorielles, qui sont proposées, déposées, mais qui finalement ne vont pas être votées. Alors pourquoi ces lois ne sont pas votées? Pourquoi ces lois sont refusées par les parlementaires? Eh bien parce que tout simplement, derrière cette idée d'une réhabilitation collective des fusillés se pose celle aussi de la question de ceux qui ont été fusillés au titre du droit commun. Et là, les parlementaires estiment qu'il n'y a pas possibilité, en fait, de dissocier l'ensemble des catégories et de réhabiliter tout le monde.
Mais en réalité, quand on regarde cette question de la mémoire des fusillés de la Grande Guerre, on s'aperçoit finalement que déjà depuis 1921-1926, eh bien, la plupart des cas de figures individuelles ou affaire par affaire ont été en très grande partie réhabilités. Dans le cadre de ces lois mémorielles, une autre catégorie va intéresser les historiens, c'est la catégorie dite des troupes coloniales. Ces troupes coloniales ont été assez nombreuses à participer à la guerre, entre 100 et 150 000 individus. Ils sont assez bien identifiés par les historiens. Et naturellement, comme pour les fusillés de la Grande Guerre, ils n'ont pas été oubliés à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1921, un comité aux héros de l'armée noire est créé sous l'égide de l'armée, de façon à pouvoir réunir des fonds qui vont chercher à valoriser le rôle de ces troupes noires ou de cette armée noire dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Le comité aux héros de l'armée noire réussit à réunir des fonds suffisants pour ériger un monument à Reims et un monument à Bamako en 1924. Mais naturellement, des évolutions vont avoir lieu et vont distendre ces relations. Alors, les évolutions ne sont pas nécessairement volontaires et créées en France par les Français. Elles viennent de l'extérieur pour la première partie, avec l'invasion de l'Allemagne en 1940. Et les Allemands, à Reims, décident de détruire ce bâtiment en hommage aux troupes noires, tout simplement parce qu'ils sont à ce moment-là dans une position tout à fait raciste vis-à-vis des troupes noires et avec l'idée de faire disparaître la présence des troupes noires en France et en Europe. Et puis ensuite, les indépendances africaines des années 1960 distendent naturellement les liens entre les troupes noires et l'armée française. Et donc, on oublie en France l'idée qu'il y a eu un rapport plutôt étroit entre ces troupes noires et l'armée française. Donc cette affaire rebondit sous le coup des lois mémorielles aux alentours des années 2000 et va se faire en deux temps. D'abord, il va y avoir un retour de l'idée que l'armée noire a participé à la Première Guerre mondiale, avec notamment plusieurs manifestations qui vont avoir lieu à Reims pour célébrer la participation de l'armée noire dans la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi, sur fond d'agitation dans les banlieues en 2005, l'idée qu'au sein de ces armées noires, il y avait des musulmans et il y a un souci de la part du pouvoir politique de montrer que les populations issues de l'immigration, qu'elles soient d'origine arabe ou qu'elles soient d'origine subsaharienne, africaine, appartiennent bien à la nation française. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, sur demande du pouvoir politique, mais également sur demande des autorités musulmanes de France, eh bien, on décide de valoriser les populations musulmanes en montrant qu'elles ont combattu aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale. Alors, tout ça va se centrer sur le bâtiment de Douaumont. Il existait déjà, depuis la sortie de guerre, une stèle qui rendait hommage aux troupes musulmanes qui avaient combattu auprès des Français pendant la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 2006, de façon à répondre à cette révolte des banlieues, on construit à Douaumont un bâtiment de style mauresque qui vise à nouveau à célébrer le lien entre les musulmans et la France. Et le bâtiment est un très beau bâtiment qui est mis en valeur de façon à montrer que les musulmans sont bien des Français au même titre que les autres et qu'ils ont toute leur place à côté des chrétiens et à côté des Israélites. Comme vous l'avez compris, les débats ont été extrêmement intenses, ont opposé la communauté des historiens de façon très importante, avec des tensions parfois très fortes. Mais aujourd'hui, 10 ans, 15 ans plus tard, eh bien, on va très clairement vers l'apaisement. Et ce que l'on peut constater du côté des historiens, c'est que cette idée, ce concept de l'histoire-mémoire qui a agité la communauté des historiens, eh bien, aujourd'hui, fait partie du dispositif de la réflexion sur l'histoire. Très peu d'historiens
historiens aujourd'hui, surtout ceux qui travaillent sur le trait contemporain, oublient de travailler cette question mémorielle et on cherche dans les archives aujourd'hui des traces de la mémoire et inversement dans la mémoire la façon dont on pourrait réanalyser ou voir autrement les archives. Donc finalement, du côté des historiens, ce débat a été très riche et a fait avancer d'une certaine manière la réflexion sur l'histoire et c'est plutôt une bonne chose. Simplement, cette réflexion a aussi permis l'irruption en fait du politique en fait dans les réflexions historiennes. Ça n'est peut-être pas forcément toujours la meilleure chose pour l'histoire, mais en réalité pour la mémoire, c'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme important parce que ça soit l'État, les conseils régionaux, les conseils départementaux ou les mairies, et d'une manière générale l'ensemble des élus, eh bien aujourd'hui ces élus estiment avoir leur mot à dire dans la mémoire. Quel est l'objet aujourd'hui de cette histoire-mémoire, que ce soit pour les historiens ou pour les élus? Eh bien, c'est, je crois, de trouver un moyen de rassembler des populations qui ne se sentent pas toujours très unies. Et c'est un enjeu de société, c'est un enjeu majeur de faire en sorte que des populations qui se croient victimisées, eh bien, ou que l'on pense victimisées, eh bien, se sentent françaises et reconnaissent à travers une histoire qui est une histoire faite à partir d'archives ou une histoire faite à partir de la mémoire, eh bien, se reconnaissent une histoire commune et avancent dans le même sens pour construire l'histoire de ce pays.